Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Nous poursuivons notre cours sur l'indexation des raies de diffraction. Nous avons vu comment il faut faire pour les réseaux cubiques, que ce soit pour la chambre de Baïcharer ou le diffractomètre, c'est un peu le même principe. Hein. Il suffit de prendre les mesures des angles de bague, après le reste vient tout seul. Alors l'indexation des raies de diffraction pour les réseaux à axe principal de symétrie, donc qui ne sont pas des réseaux cubiques. Ces réseaux-là sont le quadratique, l'hexagonal et le rhomboédrique. Pour ce type de réseau, vous avez deux paramètres à identifier. Alors, dans le cas du quadratique et de l'hexagonal, vous avez les deux paramètres A et C. Et le rhomboédrique, je ne l'ai pas mentionné ici, mais c'est deux aussi paramètres à identifier qui sont le A et l'angle alpha. Et là, donc, il n'y a pas une suite comme ça magique qui permet de le faire. Donc, il faut passer par d'autres méthodes. Alors, les autres méthodes sont bien sûr donc, de deux types. Hein. Donc, il y a des méthodes graphiques qui sont les méthodes les plus anciennes, en fait, les méthodes classiques, les méthodes qui étaient utilisées jusqu'aux années 80 peut-être. Et puis, vous avez bien sûr les méthodes numériques. Alors, les méthodes graphiques, on peut prendre un exemple, parce qu'en fait, elles sont basées sur des abacs. On va prendre un exemple, par exemple, le cas du réseau quadratique. Dans un réseau quadratique, nous avons A égale B, différent de C, puis tous les angles sont égaux à pi sur 2. Alors, si on prend l'expression de l'équidistance DHKL dans ce type de réseau, elle s'exprime comme ça. DHKL égale à A sur racine de H2 plus K2 plus L2 divisé par C sur A2. Et on peut voir que en prenant le logarithme, on obtient quelque chose qui ressemble un peu à ça. Vous voyez, log de D égale log de A moins 1 demi de log de H2 plus K2 plus L2, A2 sur C2. Et ce qui apparaît ici, c'est que le log de D, il est bien sûr fonction de HKL, mais comme le A, lui, est une constante, à la limite, on peut essayer de mettre le log de A de l'autre côté, de l'extérieur à l'extérieur, en quelque sorte, ou bien carrément le supprimer pour l'instant. Puisque si les indices HKL sont là, donc le A, log de D, ne dépendra plus de A. Donc on peut écrire à ce moment-là log de D égale à 1,5 de log de H2 plus K2 plus L2, A2 sur C2, qui sera donc une fonction de C sur A, qui sera donc une fonction de C sur A. Alors si vous prenez maintenant des courbes, plusieurs courbes, un grand nombre de courbes d'ailleurs, dans ces courbes, vous avez donc le log de D qui sera fonction pour C sur A pour des valeurs discrètes de H, K et L. Ça vous fera une ABAC. Ça sera une ABAC, donc qui sera fonction log de D égale à F de C sur A. Voilà. Et pour chaque donc, combinaison, on obtient donc une ABAC. Voilà, c'est les ABAC de Hull et Debye que vous pouvez trouver dans les anciens documents
des annales de cristallographie. C'est des abacs, c'est des constructions. Donc, euh, à partir de ces abacs, ce sont ces abacs-là qui nous permettent de traiter en quelque sorte un diagramme de diffraction. Alors, le cas d'un réseau hexagonal, c'est la même chose. On reprend l'expression de l'équidistance DHKL, hein, et la BAC donc, sera construite pour chaque DHKL comme ceci. Donc voilà, vous faites varier, vous prenez des valeurs spécifiques de H, K et L, et puis vous faites varier le A2 sur C2, et ça vous fait une courbe. Ça vous fait une courbe. Vous rassemblez toutes ces courbes, vous obtenez une ABAC. Voilà ici un exemple d'ABAC que j'ai conçu pour vous, pour la pédagogie, tout simplement. Ce n'est pas, c'est une portion en quelque sorte d'ABAC, hein, ce n'est pas une ABAC complète. Et là, vous voyez, donc vous voyez, vous avez des courbes, des courbes, des courbes en fonction de C sur A. Vous avez l'axe ici, ça c'est l'axe de C sur A. Et puis là, vous avez donc le log de D. Voilà. Là, vous voyez sur cette réglette, vous avez l'échelle de la BAC, log de D. Et là, vous avez donc les courbes en fonction de C sur A. Alors, vous remarquerez que pour certaines courbes, comme celle-ci, vous voyez, par exemple, pour ce indice H00, hein, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 2, 0, 0, 1, 2, 0, etc. Vous avez par la suite. Ce sont des droites qui sont parallèles à l'axe C sur A. Pourquoi elles sont parallèles à l'axe C sur A? Parce que lorsque L égale à 0, eh bien, le log de D ne dépendra plus de C. Il dépendra que de A, tout simplement, donc de B. Donc, c'est une constante. C'est pour ça que pour ces valeurs-là, des indices HKL, vous avez une droite parallèle à l'axe C sur A. Comment utiliser cet abac? Pour utiliser cet abac, il faut d'abord relever, comme toujours, les angles de Bragg à partir du diagramme de diffraction. Ensuite, sur une réglette transparente que vous découpez sur un morceau de papier blanc, transparent, vous allez la placer sur l'échelle, hein, l'échelle de la BAC, et vous allez placer tout simplement les indices, plutôt les angles, les distances interréticulaires que vous avez mesurées, pardon, sur cette réglette. Et après, une fois l'opération terminée, vous pouvez déplacer votre réglette dans la BAC. Voilà, vous pouvez faire des mouvements horizontaux et verticaux, et vous cherchez les meilleures indexations, en fait, les meilleures coïncidences. Et là, par exemple, une fois que vous avez trouvé les meilleures coïncidences avec les lignes des courbes HKL, eh bien, vous pouvez tout de suite lire le rapport C sur A, hein, et puis vous pouvez retrouver aussi les indices HKL de chaque règle. Voilà, donc je répète, on porte les équidistances mesurées sur une règle en utilisant l'échelle de la BAC. En déplaçant verticalement et longitudinalement cette règle sur la BAC, on fait coïncider les raies avec les plans, puis on lit le rapport C sur A. Voilà, tout simplement. Ça, c'était donc la méthode graphique. C'est une méthode qui est abandonnée, donc je vous la présente uniquement pour la pédagogie. Les méthodes numériques. Alors, les méthodes numériques, elles sont diversifiées, en fait. Chacun peut concevoir sa méthode numérique en réalité, en fait. Avec votre formation d'informatique, normalement, vous êtes capable d'écrire un petit programme qui va le faire. Enfin. Il n'y a pas grand-chose. Vous n'avez qu'à introduire déjà les données de base,
qui sont les distances interréticulaires mesurées à partir de votre diagramme de diffraction. Ensuite, vous introduisez, donc ensuite vous lancez le programme et puis vous lui dites voilà, de faire des calculs en faisant varier pour diverses valeurs HKL. Vous lui faites donner des valeurs de A et de C sur A. Il va calculer automatiquement. Ensuite, il va comparer avec les données mesurées. Si c'est OK, OK. Si ce n'est pas OK, il continue à mesurer. Donc, il y a une boucle. Il tourne jusqu'à ce qu'il arrive à trouver les, les meilleures valeurs de A et de C sur A, ou bien de A et de C, qui permettent d'obtenir euh, les valeurs les plus proches de vos valeurs à vous. Une fois qu'il arrive à ces valeurs-là, il va s'arrêter, il va vous dire voilà ce que j'ai trouvé. Bien sûr, ça c'est quelque chose de base, mais vous pouvez affiner davantage votre programme si vous introduisez le groupe spatial, c'est encore mieux. Si vous introduisez les intensités, et à ce moment-là, vous avez non seulement une donnée sur l'intensité, mais aussi une donnée sur les distances réticulaires et toutes ces choses-là, et les indices HKL. Donc vous avez, quand vous augmentez bien sûr le volume de calcul, mais vous obtenez des résultats encore plus précis. Alors, ce que je vous propose, c'est un petit programme qu'on peut facilement euh, mijoter un peu sur Excel. Alors, voilà ce que je vous fais remarquer que les indices HK0, que le D ne dépend pas de C. Pourquoi il ne dépend pas de C? Parce que L égale à 0 et donc si L égale à 0, un 0 multiplié par C sur A, ça donne 0. On remarque aussi que les indices H00, le D ne dépend que de A. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut chercher parmi toutes les données que nous avons, des D HKL, des D mesurés, on peut chercher ceux qui correspondent à H00 ou même HK0. Il suffit que, parce que comme le A est égal à B, à la limite, on peut même aussi prendre le HK0. Une fois que nous avons identifié le paramètre A, à ce moment-là, on peut faire des itérations et chercher le rapport C sur A qui permet d'avoir un D, des DH, la série de DHKL qui sera proche de celle mesurée. Et après, c'est terminé. Donc ça permet de réduire un peu le travail. Alors, pour cela, je vais vous proposer le programme. Le voici. Voilà, voilà le programme. Dans ce programme, vous avez quelques exercices. Voilà, par exemple, je prends l'exercice 1, par exemple. Là, vous avez donc un diagramme de diffraction qui est juste un diagramme simulé en fait. Vous avez un diagramme de diffraction. Première chose à faire, c'est de repérer la position des pics. Et une fois que vous avez repéré la position des pics, vous allez reporter ces pics sur le programme, voilà, dans le menu principal. Alors, dans le menu principal, donc vous avez ici donc, les angles de bras que vous avez mesurés, sont là. Vous portez aussi la longueur d'onde utilisée, ici, la longueur d'onde 1,5406. Et puis, vous avez en fait ici le choix entre le cubique, le réseau quadratique ou l'hexagonal. Bon, on n'a pas besoin d'aller chercher dans le réseau cubique, puisque le réseau cubique, on sait maintenant le traiter assez facilement.
Donc, qu'est-ce qu'on fait? On peut aller chercher, vérifier si on peut trouver notre réseau dans le quadratique ou dans l'hexagonal. Euh, je vais prendre l'hexagonal, là, par exemple, voilà. Voilà. J'ouvre donc la fenêtre de l'hexagonal. Et là, je vois que dans la fenêtre, j'ai les angles de bras que j'avais mesurés, elles sont là. Elles sont là. Et le programme, il va calculer automatiquement les indices les distances interréticulaires des HKL. Voilà, elles sont calculées ici en rouge. Voilà, et en même temps, il donne la longueur d'onde ici. Donc, dans ce tableau, il est constitué de trois parties. Donc, cette partie-là, donc, c'est les données de base. Là, cette partie-là, c'est le tableau principal, en quelque sorte, qui permet de l'indexation. Et là, c'est le tableau d'Épinal. Une fois que nous avons indexé, on va utiliser ce dernier tableau pour finaliser en quelque sorte l'indexation. Ensuite, là, au-dessus, vous avez la possibilité de faire des modifications sur l'intervalle d'erreur que vous voulez chercher. Vous pouvez vous fixer vous-même votre intervalle d'erreur. Par exemple, ici, il est à 0,04. Vous pouvez l'augmenter un peu, le réduire. Vous avez les touches, il suffit d'appuyer sur les touches, ici ou là, puis ça marche. Ensuite, là, vous pouvez ajuster le paramètre A, comme ça, avec cette touche-là, comme ça, vous voyez. Vous pouvez aussi ajuster le C sur A. Voilà. Vous voyez bien que lorsque vous ajustez le C sur A, le C, il s'affiche automatiquement. Il s'affiche automatiquement. Alors, donc, lorsque vous ajustez le A, donc on a dit qu'on faut d'abord commencer par ajuster le A. Alors, on va commencer par là. Lorsqu'on va faire varier le A, on va voir ici, dans le tableau principal, des valeurs qui s'affichent. Des valeurs qui sont en quelque sorte proches en tenant compte de l'intervalle d'erreur que vous avez fixé. En fonction de l'intervalle d'erreur que vous avez fixé. Vous voyez là déjà à 2,0002, nous avons deux valeurs qui sont affichées, 2,038, 2,014. Là, vous voyez que la différence entre les deux, elle est dans l'intervalle d'erreur. Mais c'est normal que ce ne sont pas des valeurs qui sont correctes, parce que les valeurs correctes correspondraient à l'indexation de toutes les raies. Toutes les raies ici doivent être indexées. Alors on va le faire, on va commencer par le A et on va ajuster le A. Alors je vais ajuster le A, vous voyez j'appuie sur le bouton comme ça, il va modifier le A, il va y avoir des affichages. Vous voyez qu'il y a des affiches, des valeurs qui s'affichent, qui disparaissent, des valeurs qui s'affichent, qui disparaissent. Voilà. Alors, les valeurs qui s'affichent comme ça et qui disparaissent, nous, comme on s'intéresse uniquement à la partie A, donc qu'est-ce qu'on fait? On va regarder uniquement les colonnes pour lesquelles elle est égale à 0. Par exemple, ici, voilà, vous avez 1, 0, 0, 2, 0, 0, 1, 1, 0, 2, 2, 0, 1, 2, 0. Après, pour tous les autres, elle est différente de 0. Donc, pour ajuster le A, nous allons nous intéresser uniquement à ces colonnes-là. Et nous allons essayer d'avoir un paramètre A qui sera très proche l'un de l'autre et il faut avoir un peu le maximum de valeurs aussi. Si nous arrivons à avoir trois valeurs identiques, c'est bien. Si on arrive à avoir trois valeurs identiques, c'est bien. Quatre identiques, c'est excellent. Deux, c'est insuffisant. 2, c'est insuffisant. Donc voilà, je vais revenir donc à l'intervalle d'erreur. Je vais réduire l'intervalle d'erreur. Voilà, par exemple à 0, je ne réduis pas beaucoup, 0, 0 peut-être 35. Voilà, bon, on va mettre 0, 0, 35.
et on va ajuster le A. Là, vous voyez donc, lorsque je mets 0,035, là, je vois que j'en ai deux hein, dans les premières colonnes. Je continue. Là, j'en ai trois. Hein. Là, j'en ai trois. Voilà, j'en ai trois. Ça peut être intéressant. Hein. Ça peut être intéressant. Euh, je vais continuer, je vais réduire un peu l'incertitude, mon erreur. Alors, si je réduis l'erreur, est-ce que ça marche? Ah, ça ne doit pas être très très intéressant. Alors, je vais laisser 0,03. Je vais continuer. Je vais continuer. Alors, voilà, je continue. J'augmente le paramètre A. A. Donc, on va continuer à augmenter le paramètre A pour voir. Alors là, il n'y a rien, je continue. Ah, là j'ai quand même, j'en ai trois, là, malgré que j'ai réduit l'intervalle d'erreur à 0,03, je vais continuer un petit peu à réduire l'intervalle d'erreur pour voir si je peux pas, si je ne peux pas. Ah, c'est bien, je crois que c'est bien là. Ah, à 0,026, je perds, je vais modifier légèrement. Ah, voilà, ça sort. Ça. Alors, je crois que nous avons trouvé le paramètre A. Nous avons trouvé le paramètre A. Et bien, maintenant, on va le laisser comme ça. Hein, on va le laisser comme ça. Là, il ne se modifie pas. Il ne se modifie pas pour le moment. Voilà. Voilà. Donc là, nous sommes pratiquement à deux chiffres après la virgule. On va le laisser. Maintenant, on va ajuster le paramètre C sur A. Voilà, on va laisser le A qui m'a là-haut et on va ajuster le paramètre C sur A. Alors, on va voir. Vous voyez là, on va avoir des choses qui s'affichent. Cette fois-ci, il faut pouvoir aller jusqu'à trouver toutes les raies. En fait. Si on ne trouve pas toutes les raies, ça ne sert à rien. Et le repère, c'est surtout les premières raies. Donc là, par exemple, ici, la deuxième raie, hein, à 46,5, il faut qu'elle apparaisse, sinon il n'y a rien. Sinon, ça ne sert à rien. Alors, je vais continuer encore petit à petit. Peut-être que je vais avoir. Il n'y a rien pour le moment encore. Il n'y a rien. Ah, ça commence un petit peu. Ah, voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà. Je crois que nous avons trouvé. Voilà. 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 On voit que nous avons pratiquement indexé toutes les raies. Alors, on va vérifier, effectivement, là, oui, bien sûr, toutes les raies sont indexées. Oui, oui, c'est bon, c'est correct, là. Il me semble que c'est correct. Toutes les raies, on peut peut-être rajuster un peu plus davantage le C sur A pour voir s'il y a des changements. Ça me semble correct pour l'instant. Voilà. Voilà, je crois que c'est bon. On peut ajuster davantage par la suite pour améliorer les cartes types. Donc l'opération suivante, c'est d'aller maintenant dans le troisième cadre et porter les indices que nous avons trouvés sur ce cadre. Alors on va le faire ensemble. Alors la première c'est 1, 1, 0, 0. La deuxième c'est la 1, 0, 1. La troisième, c'est 002. Ah, pardon. Pardon. 002. Voilà. La troisième, plutôt la quatrième. Voilà, c'est la quatrième. C'est celle-là. C'est 102. 102. Ensuite,
il y a celle-ci, 1, 1, 0, 1, 1, 0. Ensuite, au-dessous, il y a celle-là, 1, 1, 1, 1. Vous voyez, lorsque moi j'introduis les valeurs, et le programme il recalcule automatiquement les indices DHKL et le paramètre A. Là, nous sommes ici, 003. 003. Ensuite, là, nous sommes ici, 200. Ensuite, là, nous sommes ici, 201, 201. Ensuite, cela, 103, 103. Et ensuite, cette ligne-là, c'est celle-là, 202, 202. Les deux derniers, 004, 004. Et enfin, 1, 1, 3. 1, 1, 3. Voilà. Alors, vous voyez maintenant que nous avons tout introduit, tout mis, tout automatiquement nous vous affiche ici un écart type qui est égal à 0,012 à peu près. Alors, si je veux améliorer mon écart type, je peux par exemple ajuster un peu mieux le C sur A. Non, ça, il ne s'ajuste pas. Si, quand même, il change, voilà. Donc là, je perds un peu de la précision. Ça, c'est encore mieux. Ça, c'est encore mieux. Vous voyez là? Voilà. 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 Vous voyez donc comment on fait. Donc on est capable d'ajuster d'ajuster davantage le paramètre A et le paramètre C pour avoir des résultats meilleurs. Alors, pour avoir des résultats encore meilleurs, il faut bien sûr aller ajuster correctement les valeurs mesurées des angles de Bragg, bien sûr. Voilà donc ce programme. Je peux vous transmettre ce fichier, ce fichier chez vous, et puis vous avez des exercices et vous pouvez vous amuser à refaire un peu ce travail et indexer toutes les règles de fraction dans le système, que ce soit l'hexagonal ou le quadratique. Revenons maintenant à notre page principale. Voilà. Je crois qu'on va s'arrêter maintenant ici. La prochaine fois, nous allons traiter d'autres caractéristiques, d'autres applications des méthodes diffractométriques. Merci de votre attention.